Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je poste une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un certain temps que je voulais la faire, mais bon, pas eu le temps avant. Je vais aborder plusieurs sujets. Alors, le premier, ce sera Manifesta. Donc, c'était la fête organisée par le PTB fin septembre. C'était à la mer, à Brédeneux, donc à côté d'Ostende. J'y suis allé donc moi pour la première fois, c'était la 10e édition. Donc j'y suis allé pour la première fois. J'y suis allé le samedi et donc c'était, quand même, très chouette, puisqu'il y avait, beaucoup de choses à voir, trop de choses à voir pour une seule personne, hein, puisqu'il y a à la fois, des concerts, il y a des expos, il y a aussi, des débats politiques, bien sûr. Il y a des villages avec des stands d'associations qui sont proches de nos idées, on va dire. Tout ça fait une ambiance assez sympa. C'est bien organisé. Il y a beaucoup de monde et bon, c'est pas la cohue, donc ça c'est chouette. Alors moi j'ai, bon, surtout évidemment été au débat politique, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. J'en ai vu plusieurs. Donc il y avait, en premier lieu, j'ai vu la présentation des députés ouvriers du PTB, mais je suis arrivé, enfin on est arrivé un petit peu trop tard avec l'autocar, donc je suis arrivé seulement à la fin. J'ai vu également un débat avec Dilma Rousseff, donc l'ancienne présidente du Brésil, consacré à l'Amérique latine. Il y avait également un débat sur la pension à 1500 €, qui est le combat, enfin un des nombreux combats du PTB actuellement. J'ai vu aussi, alors c'était très intéressant, c'était la fille de Patrice Lumumba, qui était interrogée par un député du PTB, et qui a donc abordé les thèmes en fait de la décolonisation, et en fait surtout de la décolonisation des esprits, à la fois puisque enfin, cette décolonisation, expliquait-elle, elle est nécessaire dans les têtes des Africains, donc des anciens colonisés. Elle est aussi nécessaire dans les têtes des anciens colonisateurs, donc des Belges ou des Français. Je dois dire que ça m'a beaucoup plu, cette petite heure à l'entendre parler. Alors, qu'est-ce que j'ai encore vu? J'ai vu donc un petit débat croisé, puisque donc la tente, enfin il y a plusieurs tentes des sections provinciales du PTB, et où à chaque fois 2 provinces, si je ne me trompe pas, étaient représentées. Et donc dans la tente du Hainaut, à laquelle j'étais, disons, pas assigné, hein, mais bon, puisque je connais surtout les membres du PTB-NO, c'est là que j'allais le plus souvent. Et donc, dans cette tente-là, il y avait aussi les membres du PTB Brabant flamand. Et donc, il y avait une discussion avec 2 députés du côté wallon, donc du côté ennuyé. Il y avait Sophie Merckx, qui est au Parlement fédéral. Il y avait Germain Mugemangango, qui est au Parlement wallon. Et il y avait également 2 membres du PTB du Brabant flamand. Là, j'ai plus leur nom en tête, mais c'était des gens très, très sympas, dont l'une est conseillère communale à Louvain. Et donc, il y a eu un échange avec le public qui était présent, mais c'était sympa. Et alors, la dernière chose que j'ai vue, c'était donc en fin de journée, un débat qui était fort attendu, enfin fort attendu, hein, c'était une débat conférence, hein,
avec Raoul Debout, qui est le porte-parole du PTB, et également un député de Gand, qui est au Parlement flamand. J'ai retenu son prénom, c'est Tom, mais là, j'ai pas son nom en tête non plus, et qui était aussi fort intéressant. Donc ça a permis, en fait, d'avoir un éclairage sur la campagne du côté flamand, parce que en Belgique, malheureusement, on n'est pas très bien informé de ce qui se passe de l'autre côté du pays. Donc on a eu des échos, disons, de la campagne et de la formation du gouvernement du côté flamand, et également Raoul Debout, il a notamment expliqué un peu tout ce qui s'est passé au niveau des négociations, enfin prétendues négociations entre le PTB et le PS pour former un gouvernement au niveau de la région wallonne. Donc c'est là-dessus que je vais parler pour le deuxième sujet. Voilà, donc changement de décor pour la suite de cette vidéo. On n'est même pas le même jour, mais bon, on n'est pas toujours maître de son emploi du temps. Et là, je voulais parler d'un sujet que ça fait longtemps que je voulais l'aborder. Donc c'est la non-participation du PTB au gouvernement, et donc en l'occurrence c'est au gouvernement wallon, puisque c'est là qu'il y a eu des discussions pour former une majorité progressiste, hein, avec le PS et Écolo. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les réactions, parce qu'elles ont été très nombreuses après l'échec des discussions. Et on le voit par exemple sur Facebook, où, alors là on voit quand même beaucoup de réactions, où, enfin il y en a eu quelques-unes en tout cas, où c'est des gens qui viennent écrire que le PTB est une bande de bons à rien, qu'on ne votera plus jamais pour eux, ils ont trahi le peuple, ils ont empêché une belle majorité de progrès de se constituer. Bon, c'est un avis, hein, mais il m'est arrivé, alors j'ai pas fait une étude exhaustive, hein, mais j'ai comme ça regardé sous les commentaires les plus virulents. J'ai été simplement cliquer sur le statut Facebook, enfin la page Facebook des gens qui écrivent ce genre de choses, et il m'est quand même arrivé de voir que c'était des gens qui étaient conseillers communaux au PS, hein, ou bien attachés parlementaires du PS, ou bien que c'était des gens qui avaient figuré sur des listes. En tout cas, c'était pas des militants du PTB, ça n'avait pas l'air d'être des électeurs du PTB non plus. Et donc, on pouvait un peu douter de la sincérité de ces commentaires, pour être, disons, pour parler gentiment. Alors, il y a une autre catégorie de commentaires et de réactions qui sont peut-être plus intéressants. C'est les gens qui ont écrit qu'ils étaient déçus et que c'est dommage que le PTB n'ait pas monté, ne soit pas monté au gouvernement, parce qu'il aurait pu changer les choses de l'intérieur. En mettant, disons, le ramdam dans le gouvernement, et en faisant avancer les dossiers qui l'intéressent, mais en étant de l'intérieur. Je pense que, moi, enfin, personnellement, je pense que c'est une position qui n'était pas tenable pour le PTB, et je pense que c'est plutôt un vœu pieux, et de croire que, étant au gouvernement, le PTB aurait pu changer les choses de l'intérieur, parce que tout simplement, il n'avait pas le rapport de force. Et personnellement, je pense que je suis plutôt soulagé, en fait, que le PTB ne soit pas monté au gouvernement, parce que c'était un piège qui est tendu par le PS notamment. C'est lui qui était aux manettes des négociations. Donc le PS voulait bien faire entrer le PTB au gouvernement, du moment que le PTB n'avait rien à y dire, ou en tout cas très peu de choses.
et où la politique menée n'aurait pas changé beaucoup. Alors on aurait peut-être accordé un hochet ou 2-3 mesurettes au PTB pour le tenir tranquille, mais en réalité, le changement de politique n'est pas possible avec des gens comme ça, et il n'en avait pas du tout l'intention. Alors, les preuves, bon, il n'y en a pas énormément. On a, disons, les relations, en tout cas les comptes rendus des négociations qui nous ont été donnés par Raoul Edebeau, par exemple. Donc lui, alors évidemment, on n'est pas obligé de le croire sur parole, mais il faut quand même l'écouter. Donc lui a dit, les négociations, il n'y en a pas eu. Il y a eu des discussions où on s'est amené devant Elio Di Rupo et Paul Magnette, alors c'était très sympathique. Nous, on avait quelques points de notre programme. Le PTB ne voulait pas que tout son programme s'applique, c'était pas ça l'enjeu. Mais donc il y avait par exemple faire un grand programme, un grand plan de construction de logements sociaux. Alors Hiropo a dit ah oui, c'est une très bonne idée, mais ça doit se faire à budget constant. Ah, bon. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu les transports en commun gratuits par exemple. Ah oui, mais tout ça doit se faire dans le cadre du budget, doit se faire dans le cadre des traités européens. Alors, il y avait aussi une proposition pour la création d'une véritable société publique de l'énergie qui aurait pu avoir, disons, donc avoir un statut public, produire de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable et qui aurait été bon marché pour les citoyens. Là encore, Di Rupo, il a dit ah, excellente idée, mais ça doit se faire dans le cadre de l'économie de marché. Donc tout ça ne montre pas la volonté de changement de la part du PS. Et bon, vu que les discussions achoppaient toujours sur une question de budget et de vouloir un peu remettre en cause ce qui a été fait avant, très vite le PTB a coupé court et a quitté la table des négociations. Moi, je n'appellerais pas ça des négociations, ce sont des discussions et on n'a jamais, le fond n'a jamais été abordé par les membres du PS. Et donc, si les négociations avaient abouti, en tout cas dans l'esprit, disons, qu'on peut supposer au PS, mais en fait, le but, c'était de donner 2-3 portefeuilles, alors peut-être le logement, par exemple, au PTB, des choses comme ça, où ils n'auraient pas vraiment eu le budget. Alors peut-être qu'on leur aurait accordé 500 logements sociaux supplémentaires. Bon, c'est une avancée, en effet, mais à côté de ça, il aurait fallu manger et avaler beaucoup de couleuvres, et ça, c'était justement le piège qui était tendu au PTB. Alors il aurait fallu avaler les restructurations, il aurait fallu avaler Netis et les histoires de Stéphane Moreau et compagnie, parce que quand on est membre d'un gouvernement, on est quand même en partie solidaire. Il y a un programme gouvernemental, il y a un budget, et on ne peut pas à chaque matin menacer de claquer la porte. De toute façon, vu le rapport de force qui existe au Parlement wallon actuellement, avec 10 ou 11 députés sur 120, le PTB, il n'est pas indispensable au PS pour gouverner. Et donc, si Germain Mugimangango était allé trouver Elio Di Rupo sur un dossier, prenons l'affaire Netis, en disant c'est intolérable, nous ne pouvons pas cautionner ce qui est en train de se passer, Elio, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit Germain, c'est dommage, moi je t'aime bien, mais écoute, il y a d'autres, il y a Georges Louis, il y a Pierre-Yves, il y a Jacqueline, ils sont d'accord pour rentrer à votre place. Hein. Donc, si tu veux, si vous ne pouvez pas supporter ce qu'on fait avec Netis ou dans un autre dossier, la porte est là.
et il y en a d'autres qui viendront s'asseoir à vos places. Donc, et ça aurait été une crise permanente où on aurait toujours, évidemment, on aurait tapé sur le clou du PTB qui n'est pas responsable, enfin qui est irresponsable, on va plutôt dire comme ça, qui n'est pas un véritable parti de gouvernement, et ainsi de suite. Ça n'aurait pas tenu, et si ça avait tenu, ça aurait été au détriment de la parole et de la crédibilité du PTB. Or, c'est son véritable atout, c'est son arme principale, c'est sa crédibilité. C'est le fait que quand on est un électeur du PTB, quand on vote pour ce parti-là, on ne vote pas pour que X, Y, Z devienne ministre. C'est pas ça le but. Le but, c'est de changer la société, c'est de changer le système, c'est d'avoir des politiques différentes. Et on ne se contente pas du fait que Germain, Sophie, Raoul peuvent devenir ministres. C'est pas ça c'est pas pour ça qu'on vote pour eux. C'est pas pour ça qu'il y a des militants. Les militants, ils ont un but qui va au-delà de ça, ce qui est bon, souvent différent des autres partis où dans les autres partis, on est content d'arriver au pouvoir et après, on laisse les gens décider. Au PTB, c'est pas tout à fait pareil, c'est même pas du tout pareil. Voilà donc pourquoi il me semble que moi, je pense que c'est une bonne chose et je suis plutôt soulagé, d'autant plus que on ne passe pas aussi facilement que ça d'un parti qui avait 2 députés, donc, disons au Parlement wallon, il y avait 2 députés il y a 6 mois. Aujourd'hui, ils sont 10. C'est pas pour ça que ça devient automatiquement un parti qui peut aller au gouvernement aussi vite. Il y a des étapes qui me semblent quand même importantes à franchir. La prochaine étape, d'accord, là, si dans 4 ans, le PTB peut monter dans une majorité à des conditions qui sont des conditions honorables, et s'il n'est pas obligé de manger son chapeau sur tous les dossiers, et s'il peut avoir un vrai... enfin, avoir la main sur des dossiers importants, alors là, d'accord, aucun problème. Mais là, aujourd'hui, les conditions ne sont absolument pas réunies. Voilà, donc, les négociations avec le PS, on a vu que, en tout cas, c'est ce que Raoul Edeveau nous dit, elles étaient extrêmement... enfin, elles n'ont jamais vraiment abordé le fond. Donc, voilà une des preuves, alors c'est une preuve indirecte, du fait que le PS, il ne voulait pas arriver à un accord, en tout cas il ne voulait pas arriver à un accord qui soit satisfaisant pour le PTB. Lui, le PS, ce qu'il voulait, c'était gérer la misère et forcer le PTB à gérer la misère avec lui. Mais pour ça, le PS peut trouver d'autres partenaires, d'ailleurs il les a trouvés sans aucun problème. Donc les négociations n'ont pas du tout abouti, mais depuis, il y a des choses qui se passent et qui montrent que, en fait, le PS, il n'est pas allé au gouvernement avec le MR en freinant des cas de fer, en étant dégoûté par le fait qu'il est obligé de travailler et de côtoyer les membres du MR pardon, au gouvernement. C'est loin d'être le cas. Et j'en veux pour preuve quelque chose qui s'est passé au Parlement wallon le mois dernier. Donc le mois passé, c'était fin septembre, il y a un député du PTB au Parlement wallon qui a pris la parole au sujet, enfin je vais d'abord dire qui c'est, donc c'était Julien Liradelfo, qui est député de la province de Liège. Je ne le connaissais absolument pas, mais en fait j'ai vu qu'il avait été interviewé par Le Soir, je l'ai vu sur Facebook, et donc il parlait d'un petit incident qui s'était passé au Parlement wallon, donc bon, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé, donc je suis allé voir, pardon, puisque les débats du Parlement wallon sont disponibles sur YouTube,
Et donc, c'était une question qu'il a adressée au gouvernement à propos de l'affaire Thomas Cook, et donc de la faillite du voyagiste et des agences de voyage. Et donc, il a expliqué qu'il y avait, je pensais, une 80 à peu près, pertes d'emploi. Alors lui dit, que va-t-on faire pour eux? Moi, je sais ce que c'est que de perdre mon emploi. J'étais dans la sidérurgie à l'époque. Et bon, Julien Lira-Delfaux, il a occupé beaucoup d'emplois, donc il connaît bien le fait d'être au chômage, d'être licencié. C'est quelque chose qu'il connaît, lui, personnellement. C'est d'ailleurs peu le problème dans les parlements, c'est que je ne suis pas sûr que dans les autres groupes, il y ait beaucoup de personnes qui sachent personnellement ce que c'est que d'être licencié, ce que c'est que d'aller au forum, à l'ONEM, d'attendre. Ce serait peut-être une bonne chose qu'il y en ait plus aussi dans les autres partis. Enfin, bon, ça, on sait bien pourquoi c'est pas le cas. Et donc, il explique la situation, les pertes d'emploi. Il demande ce qui est prévu et il demande aussi alors, il parle aussi des bonus, donc parce que la direction de Thomas Cook Belgique s'est octroyé des bonus assez plantureux lors des années précédentes, alors que de leur côté, les travailleurs se serraient la ceinture pour sauver leur entreprise. Et donc c'est à coup de centaines de milliers d'euros de bonus qu'ils ont eu. Évidemment, les travailleurs n'en ont pas vu le moindre centime. Et ensuite, sa question se termine en demandant si Thomas Cook avait eu des aides à l'emploi, des subventions, et quels étaient les montants. Voilà. Donc, question qui n'est pas hyper polémique, qui parle quand même de choses qui sont graves. Alors maintenant, Thomas Cook, c'est déjà fini, il y a 3 semaines, on n'en parle plus. Mais bon, c'est quand même, les gens ont perdu leur emploi et ça fait quand même, c'est quand même un grand malheur pour eux. Alors c'est monsieur Willy Borsu, donc ministre MR, qui lui répond. Et il va faire une réponse alors qui est par moment extrêmement convenue et par moment qui est très étrange. Donc il commence avec oui, le fait qu'il est désolé pour les travailleurs de Thomas Cook et que, alors là c'est quelque chose qu'on a déjà entendu des dizaines de fois, le forum, on va le mettre sur la balle, on va faire une cellule de reconversion, enfin toujours, c'est quand un ministre est face à des licenciements collectifs, à la faillite d'une entreprise, sa réponse numéro 1, c'est toujours le forum, évidemment, qui va créer une cellule de reconversion. Et voilà, donc c'est un moyen de donner, de passer le dossier à d'autres. Et il n'y a jamais, évidemment, de remise en cause du licenciement ou bien du fait que c'est un système absolument fou. Thomas Cook était une entreprise qui n'était pas en si mauvaise posture que ça. Donc il n'y a pas vraiment... Enfin, les raisons de sa faillite sont des raisons boursières, mais tout ça, ça passe très très loin au-dessus de la tête, évidemment. Donc, on peut dire que le prochain Thomas Cook, ou n'importe quelle autre entreprise qui devra faire faillite ou qui aura des difficultés, elle recevra, enfin, ces travailleurs recevront la même réponse, c'est allez vous inscrire au forum. Voilà. Bon, ça, c'était attendu. Alors, il a une petite phrase à propos des bonus, en disant qu'il trouve ça trop, d'accord, mais il n'y aura pas évidemment de mesures concrètes, il n'en est pas question. Et ensuite, voilà, pas que Willy Borsu,
prend encore 1 minute et pour terminer, pour dire que, donc en s'adressant aux députés du PTB, que s'ils croient que c'est en nationalisant tout, en collectivisant et en faisant des agences de voyage du peuple, c'est la solution, eh bien, ils se trompent. Et il termine avec vous croyez au Père Noël et bonsoir, ou un truc dans le genre. Voilà donc la réponse de Willy Borsu à une question du PTB. Alors, bon, il y a plusieurs choses à en dire. D'abord, c'est que les travailleurs, ils ont été vite évacués. Et en fait, cette question, enfin la question du député, donc la réponse de Borsu, en fait, il en fait une réponse absolument politicienne. Il n'y a plus aucun contenu économique ou tout ça est évacué. Il se sert de sa réponse pour attaquer le PTB. PTB qui, à ma connaissance, n'a pas réclamé de nationaliser les agences de voyage ou de rendre obligatoire, parce que ça, dans l'esprit des gens du MR, peut-être qu'on va rendre obligatoire les excursions en Corée du Nord, hein, ou chez les Khmers rouges. Et ça, tout ça ne figure évidemment pas dans le programme du PTB, mais on se permet quand même de le mettre, et de le mettre dans sa réponse, et en fait de s'attaquer au PTB sur un prétexte qui est absolument qui n'a absolument rien à voir dans une discussion où il devrait répondre d'une façon technique, parce qu'il ne répond absolument pas à la question de savoir si Thomas Cook ou Neckermann a reçu des aides, des subsides ou quoi que ce soit. Ça ne l'intéresse pas, non. Ce qui l'intéresse, c'est d'attaquer le PTB et de se faire de son député. Alors, ça vient du MR, ça vient de Willy Borsu. On sait qu'il les déteste, enfin qu'il déteste le PTB. C'est pas, enfin, il en a le droit, hein, mais c'est pas une nouveauté. Ce qui est quand même, et ce qui est révélateur, et c'est là où je veux en venir, c'est l'attitude des autres membres du Parlement, et notamment des autres membres de la majorité, donc le PS, écolo, et ces gens-là, mais ils applaudissent à la réponse de Willy Borsu. Ils rigolent, et c'est là que c'est grave, parce que le MR se foute des travailleurs, on le sait bien, que le MR n'ait jamais rien à proposer quand il s'agit de combattre les licenciements boursiers, les pertes d'emploi, ça c'est bien connu. Mais le problème, c'est que le PS et Écolo, ils sont en train d'applaudir à cette réponse. Alors, on ne le voit pas très bien, parce que c'est un plan qui dure 2 secondes, mais moi, je ne vois pas, en tout cas, de membres du... Enfin, on entend quand même assez bien d'applaudissements, on entend des rires, parce qu'en plus, après, vous avez le président du Parlement, donc c'est Jean-Claude Marcourt, qui, parce que Borsu parle de Marcourt dans sa réponse, quand il attaque le PTB, en disant si vous croyez que c'est Borsu, Marcourt ou je ne sais plus qui, qu'il faut aller les voir parce qu'on a une solution toute prête qui serait de collectiviser les agences de voyage, vous me faites bien rire et vous croyez au Père Noël. Joyeux Noël, hein, c'est ce qu'il dit. Donc évidemment, Marcourt, comme il est, disons, il figure il est nommément cité dans la réponse de Borsu, ça le fait rire, hein, parce qu'il est tout content d'être figurant, disons, ou acteur présumé dans cette belle saillie et belle gulag de Willy Borsu. Et donc, il reprend la parole. Je ne sais plus ce qu'il dit, mais enfin, il dit qu'il est tout content d'avoir été cité. Et donc, les membres du Parlement continuent à rigoler.
Donc c'est bien la preuve que ces gens-là, ben, ils sont d'accord avec Boursu et ils sont ravis de cette tranche de bonne humeur sur le dos des 80, je pense que c'est 80 personnes qui ont perdu leur emploi chez Thomas Cook, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. L'important, c'est de rigoler au saillie de Willy Boursu. Et il n'y a personne dans les rangs du PS ou des colos qui se lève en disant Willy, tu déconnes, tu parles d'un sujet grave et t'es pas là pour faire des réponses politiciennes et des plaisanteries douteuses. C'est un sujet important. Non, non, on le laisse parler, on l'applaudit. Voilà donc, à mon avis, pourquoi PS écolo, bah, ça ne les dérange pas d'être au gouvernement avec le MR, et ils sont absolument contaminés par l'esprit libéral, parce que, bon, collectiviser, nationaliser, je ne parle pas des agences de voyage ici, enfin, je veux parler mais ça peut s'envisager dans plein de domaines. Les agences de voyage ne sont pas le meilleur exemple, mais les sociétés d'énergie, enfin, il y a plein d'endroits où on collectivise, où on nationalise et où ça marche. Mais au PS, maintenant, donc les députés du PS, ben, ils applaudissent quand un membre du MR critique et accuse d'autres personnes de vouloir tout collectiviser, quoi. Donc ça me paraît vraiment lamentable. Alors la réponse de Julien Lira-Delfaux, c'est une réponse digne, c'est justement de dire, dis donc, vous rigolez aux dépens des travailleurs, c'est quand même pas, très, très digne de votre part. Et alors il y a un député du PS qui reprend la parole, c'est monsieur Eddy Fontaine, super gars, et donc lui, il prend la parole pour dire « Je n'aurai qu'un mot à dire, messieurs les ministres, bravo ». Voilà, donc ça, c'est un membre du Parlement wallon, au PS, donc un député. Alors, il devrait, les députés, normalement, ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement, pour les morigéner si nécessaire, en tout cas pour aller un petit peu voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des choses à améliorer. Ben, avec Eddy Fontaine, ils ont quelqu'un qui va vraiment, qui est là, il est derrière eux. Hein, ils ont intérêt à être sérieux parce que là, vous voyez bien, c'est pas du tout un lèche-botte ni un cire-pompe. Non, non, c'est vraiment voilà. Donc ça, c'est la majorité au Parlement wallon actuel. Voilà. Et il aurait fallu que le PTB aille avec des gens comme ça pour aller faire un beau programme de gauche. Ben voilà. Bon, je pense que c'était pas possible. Et on en aura d'autres preuves très 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 bientôt. Et ça, d'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe maintenant avec Netis et toute cette belle ratatouille, hein, tout ce beau plat de merde. Voilà, je pense que le PTB n'avait pas grand-chose à faire avec ces gens-là, et je suis bien content qu'ils ne fassent pas partie de ce gouvernement. Alors, il y a un autre sujet qui est mis... Alors lui, il est mis sur la table par le PTB depuis le mois de septembre. Et ça a été très très commenté lors de manifestats. Donc c'est la pétition pour une loi, enfin, pour obliger à ce qu'on discute d'une pension minimum à 1 500 € pour tous les travailleurs. Donc ça, c'est un sujet qui est évidemment important. Et donc il y a une pétition qui est en cours. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller le signer. Il faut obtenir 100 000 signatures pour que
donc une loi d'initiative citoyenne ou populaire, soit discutée au Parlement. Ça a été... Il y a beaucoup d'autres, enfin le PTB il l'avait dans son programme, mais il y en a d'autres qui l'avaient aussi. Mais le PTB, lui, il agit. Tiens, et même s'il n'est pas au gouvernement, et c'est là justement où on voit encore l'attitude du PS, c'est la réponse de M. Paul Magnette. Alors à l'époque, il n'était pas encore président du PS, c'était il y a 2 semaines, je pense, ou une dizaine de jours, qu'il il a fait une réponse, enfin, il a parlé de ça. Donc à l'époque, il y avait encore un grand suspense pour savoir si Paul Magnette allait être président du PS. Maintenant, il l'est devenu à son grand soulagement. Hein. Et donc, il a été interviewé, je pensais, dans la Libre Belgique, ou dans Le Soir, je ne sais plus. Et voilà ce qu'il répond. Ben, il répond que la pension à 1 500 €, c'est pas en étant hors du gouvernement qu'on l'a, c'est pas en faisant des pétitions ou des vidéos ou des trucs sur Facebook, non, c'est en allant au gouvernement qu'on peut l'avoir. Alors là, les bras m'en tombent parce que, et donc ça a été évidemment souligné par différentes personnes, dont Raoul Edebeau notamment, mais le PS, lors des 30 dernières années, il a eu 20 ans à peu près le portefeuille des pensions. Donc c'est vraiment, s'il y a vraiment un parti qui a eu la main mise sur le ministère des Pensions, c'est le PS. Et ben, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et d'autre part, il y a aussi enfin, cette réponse de Magnette disant il faut être au gouvernement pour changer les choses, c'est vraiment un discours de vérité. Alors ça a l'air d'être vrai, hein, mais en fait c'est n'importe quoi. Ça a les apparences de la vérité, mais c'est un mensonge parce que c'est vraiment la négation de toute l'histoire de son parti. Parce qu'à l'époque, avant que le PS ne s'appelle Parti Socialiste, c'était le Parti Ouvrier Belge. Et le Parti Ouvrier Belge, il n'a pas toujours été gouvernement. Enfin, il a fallu des décennies de lutte, de grève, enfin, bon, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de pétitions, mais enfin, il y a eu des grèves, il y a eu des journées, il y a eu des morts, des manifestations qui ont été réprimées dans le sang, la garde civique qui tirait sur les ouvriers, sur les mineurs, sur les syndicalistes. Et 2019, Paul Magnette décrète que on ne peut rien obtenir en dehors du gouvernement. Mais enfin, si le POB à l'époque avait dit ah ben écoutez, on n'a pas le rapport de force au gouvernement, on n'a pas de députés, rentrez chez vous les amis, hein. On attend les élections, on attend les prochaines élections et on fera des négociations avec nos amis du catholique et libéraux et vous verrez, on va trouver des choses. Enfin, on va arriver à un bon compromis. Est-ce que vous pensez qu'on serait arrivé là où on est maintenant? Est-ce que on aurait la sécurité sociale, les congés payés, les droits du chômage, enfin, la retraite, tout ça? Enfin, c'est... Non, vraiment. Donc, si Paul Magnette et Elio Di Rupo avaient été aux manettes du POB au 19e siècle, hein, avec des génies pareils, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Ben, on n'en serait pas là où on en est. Alors maintenant, la situation n'est pas terrible parce qu'il y a eu beaucoup de retrait, il y a eu beaucoup de recul, mais c'est quand même pas rien ce qui a été obtenu. Tout ça n'a pas été obtenu par des ministres du POB, il a été obtenu par un rapport de force qui a été créé dans la rue, par des grèves, par toutes sortes de moyens qui n'étaient pas exclusivement des moyens ministériaux. Enfin, donc, Magnette, il a tout faux, évidemment, du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va lui donner tort et que cette proposition de loi pour la pension à 1 500 €, ben, elle va aboutir. Alors, ils vont évidemment tout faire pour mettre des bâtons dans les roues, mais il faut que ça vienne en débat au Parlement et qu'on voit les masques tomber et on verra alors si le PS
ose encore nous dire que ça ne sert à rien, que c'est qu'en étant ministre qu'on peut faire changer les choses. Enfin, il n'y a vraiment que des technocrates dans son genre qui peuvent dire des choses pareilles. Enfin, voilà, et donc là encore, c'est bien la preuve qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là et que si on n'est pas, si dans des négociations, on n'est pas vraiment plus fort qu'eux, si on ne peut pas leur imposer certaines choses, eh bien, ça ne sert à rien de discuter, parce que ces gens-là ne connaissent que ça. Ça fait combien de décennies que ces gens font des coalitions, je te donne ci, tu me donnes ça. Évidemment, quand on a un nouvel acteur qui déboule et qui a des principes qui sont totalement différents, ben, il dérange. Et évidemment, on essaye surtout de le mettre de côté, ou alors de le faire jouer au jeu qu'on est en train de jouer, et s'il n'a pas envie de jouer, eh bien, on le met sur le côté, et on lui balance les excréments, on lui balance les pots de banane, les tomates pourries, en essayant de le déconsidérer, et en espérant que la prochaine fois, les déçus n'iront pas voter pour eux, mais peut-être pour un autre parti, ou bien reviendront chez nous parce qu'on aura de belles gueules sur les affiches. Voilà, donc bah, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Il y en aura peut-être un qui s'abonnera. On ne sait jamais. Donc, à la prochaine pour de nouvelles aventures de politique en Belgique, en France aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de la France. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Au revoir.